9h21, merci d'être avec nous. La suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité. Ce matin, on va parler des vertus, des valeurs, des limites du sport. Le petit livre s'appelle Que le meilleur gagne aux éditions Robert Laffont en partenariat avec l'INSEP. Merci d'être avec nous. André Comte-Sponville, vous êtes philosophe. En effet, bonjour. Oui, bonjour et merci. Et ça fait du bien parce que c'est vivifiant aussi de mélanger un peu la philosophie, la culture et le sport. Alors, le sport est-il le reflet aussi de la société? C'est l'une des questions qui finalement est abordée dans ce petit manuel justement de philosophie. On va le voir dans un instant. Mais il y a aussi toutes les interrogations du moment autour de ce sport qui est un espace quand même, quoi qu'il en soit, de liberté, etc. Aujourd'hui, on est privé de sport pour la plupart. En tout cas, c'est difficile de le pratiquer. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer une politique du sanitairement correct. On va arriver là au 1 an du confinement. Quel regard, justement, avec le recul, vous avez sur tout ce que l'on vient de vivre et ce que l'on vit encore aujourd'hui, André Comte-Sponville? Eh bien, je me sens moins seul qu'en mars dernier, puisque en mars, au moment du premier confinement, j'ai choqué en osant m'inquiéter de la situation économique. Ouais. Scandale. Il ose parler d'argent alors qu'il est question de santé. Mais sauf que je savais bien, mais comme ceux qui réfléchissaient vraiment à la question, que le confinement allait créer une crise économique formidable, terrible, dont ceux qui en souffriraient, ça ne serait pas les riches, mais bien sûr les pauvres. Il y a, depuis le confinement, 1 million de nouveaux pauvres en France. 150 millions de personnes dans le monde, 150 millions, sont redescendues en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. C'est la première fois depuis 30 ans que la pauvreté progresse. Depuis 30 ans, elle reculait. Et maintenant, quand on parle d'économie, ça ne choque plus personne. Chacun comprend bien que si le deuxième confinement a été moins sévère que le premier, c'était d'abord pour des raisons économiques, et c'est légitime. Et si aujourd'hui on fait tout pour éviter un troisième confinement, c'est pour des raisons économiques. Et c'est légitime. Pourquoi? Mais parce que la misère pose très vite d'énormes problèmes sanitaires. On meurt plus vite de faim que de maladie. Rappelons qu'il meurt en France, dans le monde. Chaque année, 9 millions de personnes meurent de faim chaque année, dont 3 millions d'enfants. Je rappelle que la Covid a tué pour l'instant dans le monde 2,6 millions, 2,7 millions de personnes. Autrement dit, tous les ans, depuis des années, il meurt 3 fois plus de gens qui meurent de faim, dont 3 millions d'enfants, que de la Covid. Moyenne d'âge des morts de la Covid, c'est 81 ans. C'est quand même pas du tout la même chose. Vous voyez, 3 000 enfants meurent de faim, tout le monde s'en fout. 2,5 millions de personnes meurent de la Covid à 80 ans passés. Ça fait un drame. Donc il y avait quelque chose de choquant. Donc j'ai choqué en entendant parler d'économie. J'ai choqué en disant que ceux qui les souffraient de la crise, ça serait les jeunes. Et qu'en tant que père de famille, je me faisais davantage de soucis pour l'avenir de mes enfants, qui sont des trentenaires, que pour ma santé de quasi-septuagénaire. Donc la santé est une chose très précieuse. Mieux vaut être en bonne santé que malade, ça va de soi. Mais arrêtons de faire de la santé la valeur suprême. Ça, c'est un contresens sur l'existence humaine qui revient à sacrifier l'amour de la vie à la peur de la mort. Et bien, ce contresens-là, il est urgent de le combattre. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors, André Comte-Sponville? Parce qu'on s'aperçoit 1 an après que le virus est toujours là. Il y a eu l'ensemble, en fait, des mesures. Alors, il y a les vaccins. Vous allez me dire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous y êtes très favorable sur cette vaccination. Absolument favorable aux vaccins, bien sûr. Oui, c'est ça. Les solutions, elles passent par où, alors? Mais comme tout le monde le sait, par les gestes barrières, par les vaccins, éventuellement par le confinement. Le confinement, j'étais réservé, mais je ne l'ai jamais condamné. Fallait bien empêcher que les services de réanimation soient totalement submergés. Moi, je ne suis pas un spécialiste. En tant que philosophe, j'ai dit, attention, n'oublions pas l'économie. Ce sont les pauvres qui vont souffrir. N'oublions pas les jeunes. On ne va pas sacrifier 2 générations de jeunes. Les enfants, les ados d'un côté, les jeunes adultes de l'autre, à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Là, j'étais dans mon rôle de philosophe. Quant aux mesures techniques, alors ça n'est pas à moi de dire quelles sont les mesures techniques qu'il faut faire. Mais pour ma part, j'ai respecté les 2 confinements. Je respecte bien sûr les gestes barrières. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas embrassé mes 3 enfants. Et évidemment, je me ferai vacciner dès que ça sera possible. Mais là, c'est le philosophe aussi qui peut s'exprimer sur la façon dont on mène les choses. Dans une démocratie, évidemment, il y a eu beaucoup de débats. Que faut-il faire, etc. On s'est beaucoup interrogé. Vous avez vu, en Asie, il n'y a pas eu vraiment de débat. Poum, on a confiné et on a réussi à l'arrêter. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Ça dépend de quelle Asie on parle. Non, mais je parle du Vietnam, de la Chine, etc., où on a confiné. Alors je l'ai dit clairement dès le début, j'aime mieux attraper la Covid-19 dans une démocratie que ne pas l'attraper dans une dictature. Et c'est pas la Covid-19 qui me fera regretter de ne pas être chinois. Non, mais c'est vrai qu'il y a des mesures d'exception, alors.
Si on prend maintenant la Corée du Sud, le Japon, qui s'en sont mieux sortis que nous, alors là, à nouveau, moi, j'ai pas d'avis technique sur est-ce que c'est le mieux, c'est le zéro Covid comme au Japon ou en Corée du Sud, ou est-ce que c'est l'espèce de politique de juste milieu, comme en France, où on évite d'enfermer les gens de force dès lors qu'ils sont détectés positifs, et en même temps, on combat évidemment la pandémie. Ouais. Là, ça n'est pas ma compétence. Moi, ce que je dis, c'est attention, l'économie, c'est au moins aussi important que la santé, et en vérité, ça l'est plus. Oui. Pourquoi? Mais parce que la médecine a besoin d'argent. C'est pas en ruinant le pays qu'on va sauver nos hôpitaux. Et ce que je dis, c'est attention, n'oublions pas les jeunes, parce que tout le monde parle de solidarité intergénérationnelle. On a raison. Sauf qu'on oublie de dire que cette solidarité, elle est traditionnellement orientée. Les parents sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants, beaucoup plus, et c'est normal, que les enfants pour leurs parents ou pour leurs grands-parents. Eh bien, on est en train d'inverser cette solidarité générationnelle. Voilà que maintenant, on demande à nos enfants de se sacrifier pour nous. Le père de famille que je suis ne peut pas l'accepter de bon cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour les étudiants, la précarité des étudiants? Est-ce qu'il fallait ne pas fermer les universités, alors, par exemple? Dans le confinement, ce qui m'a le plus gêné, c'est la fermeture des écoles. Parce que ça veut dire qu'on considère que la santé des vieux, j'en fais partie, est plus importante que l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette société qui privilégie la santé des personnes âgées davantage que l'éducation des enfants? Parce que c'est moral, que ces enfants qui sont masqués 8 heures par jour dès l'âge de 6 ans devant un professeur masqué? Il faut dire aux gens qui nous écoutent que l'année de CP, celle où on apprend à lire et à écrire, est l'année la plus importante de toutes. C'est bien plus important l'année de CP que l'année du baccalauréat. Parce que les études montrent que ceux qui ratent leur CP ont très peu de chances de réussir leurs études. Combien d'enfants vont rater leurs études définitivement parce que le masque les empêchait de bien respirer, de bien s'exprimer, parce qu'un professeur masqué n'a pas du tout la même efficacité pédagogique qu'un professeur au visage nu. Avec ce masque, comme il y avait beaucoup d'incertitudes, on voulait protéger aussi les enseignants qui pouvaient être contaminés par des enfants qui étaient porteurs. Quoi. Vous comprenez en fait. Encore, qu'est-ce qui est le plus précieux? L'enseignant. Est-ce que c'est l'enseignant ou est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est un enseignant ou est-ce que c'est 30 enfants? Sans compter que arrêtons de faire comme si cette pandémie était la catastrophe mondiale. Il y a un Français sur 1000 qui est mort de la Covid-19 en 2020. Moyenne d'âge des décès, 81 ans. Il y a bien un moment, il faut accepter de mourir. Le démographe Hervé Lebras a calculé que le taux de mortalité en France en 2020 avait augmenté de 7,3%. 7,3%. C'est beaucoup. C'est une mauvaise année, évidemment. Sauf que, si on calcule l'espérance de vie, nous avons perdu en 2020 6 mois et demi d'espérance de vie. Rappelons que les gens de ma génération ont gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. Donc d'un côté, on a gagné 20 ans, on vient de perdre provisoirement 6 mois qu'on va récupérer dans quelques années. C'est quand même pas la fin du monde. Est-ce qu'on va sacrifier l'éducation de millions d'enfants parce que les sexagénaires, dont je fais partie, les octogénaires, ont perdu 6 mois et demi d'espérance de vie? Il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable. Et donc mon rôle de philosophe, c'est pas de donner des conseils techniques sur les mesures à prendre, c'est de rappeler, l'économie, c'est au moins aussi important que la médecine, parce que la misère est un problème encore plus considérable que la mort, il faut bien mourir un jour ou l'autre, et arrêtons de sacrifier les enfants, les jeunes adultes à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Eh bien, vous voulez réagir, 0826 300 300. On vous attend au standard et on revient dans un instant. Oui, et on va parler aussi du sport, qui est pratiqué. Et pratiqué avec parfois trop de la compétition, effectivement. Peut-être c'est ce que vous dites. De démocratie aussi dans le sport. Restez là, 9h30. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h33, vous avez dû tout au long de votre vie toujours entendre ce mot, que le meilleur gagne. Et bien justement, c'est le titre du livre avec l'INSEP et Robert Laffont. André Comte-Sponville est avec nous pour en parler ce matin. Oui, sur le sport. Quand on pratique le sport, on a trop en tête cette idée, comme le disait Cécile, de compétition, où on nous la met en tout cas. Non, moi je n'ai rien contre l'esprit de compétition, bien sûr. Tant que ça reste raisonnable. C'est-à-dire le paradoxe, c'est pourquoi l'INSEP a lancé cette collection. L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, donc des gens dont le sport est à la fois le métier, la passion et même la vie. Et ils étaient inquiets parce qu'ils constataient que les valeurs traditionnelles du sport, le fair play, le respect de l'autre, étaient de moins en moins portées par le sport professionnel. Dans le sport amateur, des milliers de formateurs sacrifient leur dimanche, leur week-end pour éduquer des jeunes gens qui font du foot ou du basket, que sais-je, dans ces valeurs-là. Oui. Et on va dans les stades
et on entend des insultes racistes, on entend des insultes homophobes contre des adversaires, pas du tout parce qu'ils auraient fait une faute, mais simplement parce qu'ils ont le ballon. Moi, j'ai emmené mes gamins qui étaient à l'époque, qui sont toujours, mais qui étaient enfants, des supporters passionnés de l'OM. J'ai emmené voir un match au stade Vélodrome. Dès que l'équipe adverse avait le ballon, ils se faisaient insulter, traités en l'occurrence de PD ou que sais-je. Est-ce que c'est ça les valeurs du sport? Et donc j'ai fait ce livre pour rappeler que le sport est une chose tout à fait respectable, tout à fait importante, notamment pour la santé. Vous connaissez le dicton latin bien connu, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Mais méfions-nous des fausses valeurs véhiculées pas tellement par la compétition en elle-même, c'est normal de vouloir gagner, mais par ce qu'on appelle le sport spectacle ou le sport business. Est-ce que la morale démocratique est basée sur les égalités? Est-ce que c'est l'inverse réellement dans le sport? C'est ça qui m'a intéressé. C'est pourquoi j'ai pris ce titre, que le meilleur gagne, qui est la maxime bien connue du monde sportif. Sauf que nous sommes élevés dans une culture démocratique qui veut que tous les êtres humains soient égaux. Alors s'ils sont tous égaux, comment peut-il y en avoir un qui soit meilleur que les autres? Et j'explique que le mot égalité peut être pris en deux sens. C'est-à-dire que l'idée républicaine, les droits de l'homme, c'est l'idée que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Mais bien sûr pas égaux en fait et en valeur. Et donc quand on dit que le meilleur gagne, ça ne veut pas dire qu'il aurait plus de droits ou plus de dignité que les autres. Ça veut dire qu'il court plus vite, qu'il est plus fort, qu'il est plus talentueux. Et ça, c'est tout à fait respectable. Parce que si on veut dire que tous les êtres humains sont égaux en fait et en valeur, ça veut dire que tout se vaut. Mais si tout se vaut, rien ne vaut. C'est plus la République, c'est du nihilisme. Si vous pensez que Hitler est égal en fait et en valeur à De Gaulle ou à Churchill, permettez-moi de ne pas être d'accord. Ils sont égaux en droit et en dignité, comme tout être humain, mais bien sûr inégaux en fait et en valeur. Et ça, le sport permet de le comprendre. Parce que, vous savez, souvent les équipes qu'on interviewe, on interviewe un footballeur, par exemple, à la télévision, sur son prochain match. Et il dit « J'ai beaucoup de respect pour eux, c'est une grande équipe ». Mais c'est pas du tout la question. Quand bien même ils seraient nuls, tu devrais avoir du respect pour eux. Pourquoi? Parce que le respect, c'est la prise en compte de la dignité de l'autre. Et comme tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, tous méritent le même respect. Mais pas tous la même estime, pas tous la même admiration. Et donc, il est normal d'admirer davantage Zidane, si on aime le football, que son petit copain qui joue au foot avec vous dans la cour de récréation. Mais il n'est pas normal d'avoir plus de respect pour un grand joueur que pour le plus mauvais des joueurs de football. Et ça, le sport peut aider à le comprendre. Et c'est entre autres pour expliquer ça que j'ai écrit ce petit livre. Oui, mais c'est vrai que à travers aussi, vous le citez dans vous-même, parce qu'il y a une rencontre de vos avec Michel Platini et puis vos enfants qui font du football. Bien souvent, beaucoup de parents aussi poussent leurs enfants quand ils les mettent dans des clubs, quels qu'ils soient, à devenir, voilà, tu vas à gagner. Leur donner en fait l'espoir de devenir un champion. Gagner, mais le rêve des garçons. C'est pourquoi la Coupe du Monde qu'on a eu le malheur de gagner en 98 a fait que des millions de jeunes, de petits garçons ont rêvé d'être footballeurs pros, comme ils disent. Et 10 ans plus tard, 999 pour 1000 d'entre eux ont compris qu'ils ne seraient jamais footballeurs pro. C'est-à-dire que cette passion du sport, du foot en l'occurrence, bien sûr légitime, compréhensible, mais ça veut dire que des millions de jeunes garçons ont commencé leur vie adulte sur un constat d'échec. Et donc, quand on laisse croire à des enfants pas spécialement doués qu'ils seront des champions, on leur ment, on leur raconte des histoires. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé citer cette formule de Platini quand mes 3 garçons étaient inscrits au club de foot de la petite ville de Seine-et-Marne où nous habitions. Le carnet de la licence de foot était préfacé par Michel Platini. Et Michel Platini, avec beaucoup de bon sens et même de sagesse, disait à ces jeunes garçons: ne rêve pas que tu seras footballeur professionnel. Ne rêve pas que tu participeras à la Coupe du Monde de football. Prends plaisir à taper dans le ballon quand tu tapes dans le ballon. Ça, c'était une leçon de sagesse parce que il est très bien que nos garçons fassent du sport et que nos filles fassent du sport, mais il est absurde de leur faire rêver qu'ils vont tous devenir des champions et tous participer à la Coupe du Monde. Quand on fait ça, on les dessert, on les voue à commencer leur vie d'adulte sur un constat d'échec et donc sur une déception. Allez, les auditeurs. Au 0826 300 300 avec Gilles qui est avec nous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour à tous les trois. Oui. Votre question, votre réflexion, Gilles.
Ma réflexion, déjà, j'ai écouté André parler de quand il a dit qu'il avait amené ses enfants au stade Vélodrome et qu'il entendait les supporters insulter tous les joueurs. Il faut faire un distinguo entre les joueurs sur les terrains et l'entourage. Parce que les enfants, souvent, sont poussés par les parents qui sont totalement irrationnels sur un bord de stade ou dans les tribunes. Pareil pour des supporters. Sur les terrains, pour avoir fait un petit peu de sport et pour aujourd'hui plébisciter le sport dans mon activité, on est sur un autre débat, on est sur d'autres valeurs, on a encore ces valeurs, je dirais moi, du sport, qu'il soit amateur ou professionnel, il y a encore des valeurs dans le sport. Et je suis persuadé que s'il y avait... que faites-vous, Gilles, que faites-vous? Vous êtes du côté de Bordeaux, hein? Alors, moi, je fais partie de l'équipe dirigeante d'une société qui s'appelle Silverform, qui est en train de proposer un concept révolutionnaire d'exercice physique adapté pour que tout le monde, justement, puisse faire du sport. Sport bien-être, sport santé, sport plaisir. Et on est parti du constat que 2 Français sur 3 ne pratiquaient pas d'exercice physique régulièrement. Donc, on propose quelque chose qui soit adapté à tout le monde. On a des personnes chez nous qui sont... âgés, jeunes, en surpoids, obèses, aveugles, handicapés. On est sur un concept tout à fait révolutionnaire, c'est ce que je vous disais, qui est basé sur un parcours isocinétique. Voilà. Non, mais je suis d'accord, bien sûr, il faut distinguer selon les personnes. Par exemple, dans les stades, il y a des insultes racistes ou homophobes, mais ce n'est pas le cas de tous les spectateurs, fort heureusement. Et les joueurs, là, pour le coup, bien sûr, sont très majoritairement antiracistes. Ça va de soi, mais vous voyez, il y a malgré tout un danger. Ne confondons pas justement le sport dans ce qu'il a de respectable, dans les valeurs qu'il transmet, c'est surtout vrai du sport amateur, avec l'espèce de caricature qu'une partie du sport spectacle, mais moins les joueurs en effet que les supporters véhiculent. Par exemple, le sport n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi médiatisé, jamais été aussi célébré. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de personnes obèses, et notamment d'enfants et d'adolescents obèses qu'aujourd'hui. Cherchez l'erreur. Ça veut dire que le sport, c'est très bien quand on en fait, mais quand on regarde un match de football en mangeant du popcorn ou en buvant du Coca-Cola, on ne fait pas du sport. On est dans le sport spectacle, vous voyez. Et donc, attention de ne pas confondre les deux, parce que le sport est le reflet de notre société, mais qui justement est une société du spectacle, comme on a dit, une société des médias, si vous voulez. Alors, on ne va pas supprimer la télévision, je n'ai rien contre les transmissions sportives, évidemment, vous voyez, mais là encore, mon rôle de philosophe, c'est de dire, attention, ne confondons pas le sport comme activité physique, et bien sûr, c'est bien d'en faire, avec le sport comme spectacle qui tente à occuper, à mon avis, une part quelque peu exorbitante dans nos médias. Moi, je voulais vous parler de l'émulation, parce qu'effectivement, quand on ne pousse pas ses enfants à être le premier et de ne jouer que pour le plaisir du jeu, il n'y a plus cette émulation. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, vous parlez que dans les écoles, vous évoquez les écoles qui ont supprimé les classements, les notes, justement pour éviter les discriminations. Mais du coup, il y a une perte de cette émulation. Oui, il y a une espèce de castration, si l'on peut dire, de l'émulation, de l'ambition. Et c'est pas bien du tout, bien sûr. Simplement, moi, j'ai rien... C'est quoi le bon équilibre ? Le bon équilibre, c'est d'abord d'être raisonnable. Qu'on dise à un jeune garçon qui joue du foot, qui fait du foot à 7 ans, essaye d'être le meilleur de ton équipe, ça ne me choque pas du tout. C'est pas la même chose que lui dire tu seras le futur Platini. Mais surtout, il y a émulation dans tel ou tel domaine. Ce qui m'inquiète le plus, pour tout vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on admire des footballeurs, des sportifs follement, et que les bons élèves dans les classes se font traiter de bouffons par leurs camarades. C'est vrai. J'ai vu à la télévision il y a 2 jours une jeune fille expliquer qu'elle avait été harcelée dans sa classe parce qu'elle était la meilleure élève de la classe. Ça, c'est quand même effrayant. Et donc, j'ai envie de dire... Félicitons davantage les bons élèves et peut-être célébrons un peu moins nos champions qui ont tout à fait leur mérite et leur talent. Mais c'est autre chose, parce que moi, des collègues me disent on supprime les notes parce que c'est humiliant pour les mauvais élèves. Et puis on supprime les classements. C'est humiliant pour les derniers, mais en plus ça pousse les premiers à trop d'ambition, d'émulation. Mais c'est bien l'émulation. Vouloir être meilleur que les autres, c'est pas un péché. Et donc j'ai envie de dire, là aussi c'est un mérite du sport quand il est bien compris. C'est que le meilleur gagne, ça donne envie d'être le meilleur. Eh bien ça, c'est pas une faute morale, au contraire, c'est une qualité. L'ambition, l'émulation, c'est bien, et tant mieux si le sport en redonne le goût. Parce que
malheureusement, nos écoles en donnent de moins en moins le goût parce que on ne félicite quasiment plus les bons élèves. On passe son temps à plaindre les mauvais. Alors, il ne s'agit pas d'humilier les gens, mais moi j'ai envie d'un pays qui a envie de gagner. Quand j'étais jeune, les Français préféraient Poulidor à Anquetil, autrement dit le second au premier, le perdant au vainqueur. C'est un mauvais signe pour un pays. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui préfère les perdants? Alors si le sport peut nous réconcilier avec la saine émulation, la saine ambition, l'envie d'être meilleur qu'hier, l'envie d'être meilleur qu'hier, l'envie d'être meilleur que les autres, vive le sport. Si au contraire il s'agit encore une fois de vouer un culte à tel ou tel footballeur qu'on garde à la télé en mangeant du popcorn et en buvant du Coca-Cola, je dis attention, danger. Danger, oui. Allez, autre question pour vous, André Comte-Sponville, et réflexion, c'est Jérôme. Jérôme qui est coach sportif justement à Toulouse. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, j'ai écouté les propos et je pense que, mais comment dire, ce qu'il y a de bien dans le sport et j'entendais ce qu'il disait. Je pense que le sport, c'est l'essence même du sport, c'est de gagner, mais de gagner pas forcément contre un adversaire, mais d'atteindre sur soi, d'atteindre un objectif personnel. Et donc, moi j'ai fait beaucoup de métiers dans le sport et c'est très court pour parler de ce sujet aussi vaste parce que ma vie c'est le sport. Alors en 5 minutes c'est compliqué, mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il y a de bien dans le sport, c'est qu'on a, du moins ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait toujours un objectif et qu'on atteigne cet objectif. Alors moi maintenant je suis coach sportif sport santé pour des gens qui veulent retrouver la forme ou maigrir ou autre, ou qui ont des douleurs et je me rends compte qu'en fait on a toujours cette essence même d'atteindre un objectif qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines. Quand on regarde des gamins jouer dans une cour d'école, ils comptent les points naturellement. C'est compliqué de faire du sport sans avoir un objectif. Alors un objectif de comptage de points, un objectif de résultat très souvent quantifiable. C'est plus collectif que personnel, c'est ça que vous voulez dire? On compte les points pour une équipe, mais finalement... Ça dépend des sports. Il y a des sports individuels et des sports collectifs. Exactement. Exactement. Mais des gamins, même si c'était un sport individuel, ce que je dis quand ils jouent dans la cour d'école, c'est que très souvent ils jouent au foot. Moi, je suis pas footeux, je suis plutôt rugbyman. Mais des gamins qu'on regarde dans les cours d'école, très souvent ils jouent au foot ou au billes, d'ailleurs, et c'est pas forcément collectif. Mais l'objectif, c'est de gagner. Et voilà. Et alors, gagner contre un adversaire ou contre soi-même. Mais... c'est ça. Mais il y a, vous l'évoquez, André Comte-Sponville. Merci Jérôme pour votre réflexion. Restez en ligne avec nous. Merci aussi à Gilles qui était avec nous. Vous évoquez le dépassement de soi. À un moment donné, vous dites c'est absurde. Bah oui, parce que essayer de courir et de vous dépasser en courant, jamais. On ne peut pas, il faudrait être deux pour se dépasser. Donc, c'est une métaphore. Alors, on a le droit d'utiliser des métaphores, sauf que se dépasser, ça veut dire qu'on va toujours franchir ses limites. Et c'est la maxime des Jeux Olympiques, plus haut, plus vite, plus fort. Sauf qu'à l'échelle d'une vie, c'est faux. Là encore, c'est un mensonge. Vous courez moins vite, cher monsieur, qu'il y a 20 ans. Moi aussi. Autrement dit, la logique de la vie, c'est pas toujours plus haut, plus vite, plus fort. C'est de résister à la vieillesse, mais d'aller souvent moins vite, moins haut ou moins fort qu'on y allait auparavant. Autrement dit, ce qu'il y a de dangereux dans cette idée de dépassement, c'est que ça voudrait dire qu'à 35 ans, en gros, la vie est finie. Et donc, on élève là aussi nos enfants. Et donc, il y a une forme de jeunisme qui me paraît aussi délirant, aussi inquiétant que le soin excessif accordé aux plus vieux, aux dépens des plus jeunes que j'évoquais au début de notre émission. Non, la vie n'est pas finie à 35 ou 40 ans. Et donc, il ne s'agit pas de se dépasser. Il s'agit d'être en forme. Il s'agit d'être bien. L'important, oui, il faut avoir des objectifs, mais l'objectif, c'est pas toujours plus haut, plus vite ou plus fort. L'objectif, au fond, c'est d'être heureux. Tant mieux si le sport y contribue. Et il y contribue pour beaucoup de nos jeunes gens qui sont tellement malheureux aujourd'hui à cause des mesures sanitaires de ne pas pouvoir en faire, et c'est bien triste. Mais voilà, ne sacrifions pas le bonheur au sport, mettons le sport au service du bonheur. Oui, non mais là, quand j'ai lu ce passage, j'ai pris un coup au moral. C'est vrai, je me suis dit, mais oui, à
à notre âge, on court moins vite qu'à 25 ans et on ne reviendra pas en arrière. Donc il faut se fixer d'autres objectifs. Pour cesser d'aimer la vie. Mais non, il faut aimer la vie, quel que soit l'âge qu'on a. Et donc le jeunisme est évidemment dérisoire, absurde, néfaste. Mais là encore, une façon tout le monde, tous les jeunes, enfin tout le monde admire Mbappé. J'ai rien contre, il a du talent, il est extrêmement sympathique. Oui, ça c'est vrai. Mais à force d'élever nos enfants dans l'admiration de quelqu'un qui a quasiment leur âge, qui a 20 ans, 25 ans, que sais-je, on leur donne une vision de la vie qui est tronquée. Et moi, quand j'avais 15 ou 18 ans, je voulais être Jean-Paul Sartre ou rien. Mais Sartre, il avait 65 ans. Et donc, je me donnais un horizon de vie, si vous voulez, sur la longue durée. Le jeune de 10 ans qui veut être Mbappé ou rien, il a un horizon de vie de 10 ou 15 ans, sauf que dans 10 ou 15 ans, il aura compris tristement qu'il ne sera jamais Mbappé. Et donc, à nouveau, on le voit une espèce d'échec initial, de déception en début de vie. Ça n'est pas très sain. Voilà, donc aidons nos enfants à aimer le sport, à en faire avec plaisir, qu'ils prennent plaisir à taper dans le ballon quand ils tapent dans le ballon, mais ne les enfermons pas dans ce rêve finalement néfaste qu'ils vont tous devenir des champions. Bah voilà, c'est dit. En tout cas, c'est une jolie réflexion sur le sport. Ça s'appelle Que le meilleur gagne aux éditions Robert Laffont avec l'INSEP. André Comte-Sponville, merci d'avoir été avec nous.